Merci. Alors, je voudrais remercier d'abord les organisateurs de m'avoir invité pour vous présenter ces quelques pensées sur la difficulté du propos des relations entre cité et port. Je suis d'autant plus content que j'ai été le compagnon de route de Stéphanie, que j'ai vu s'épanouir intellectuellement et scientifiquement depuis son master. Et deuxièmement, mon arrivée à Lyon avait coïncidé avec l'élaboration du LabEx Simu. Et j'avais à cette époque, comme correspondant de la MOM, proposé de développer le thème de la ville et son port. Et aujourd'hui, nous y sommes, j'en suis extrêmement heureux. Alors, pour ne pas tarder exagérément, nous allons quitter cette mosaïque découverte à Kellenberry qui nous fait rentrer dans le vif du sujet avec une image de la ville et de son port comme deux entités voisines, mais séparées, qui vont être au cœur de mon propos. La ville portuaire a connu ces dernières années, dans l'historiographie, un retour en faveur un petit peu inattendu, en particulier à travers la tentative très discutable, et je mets toute une série de nuances, en particulier et essentiellement à l'état de la réalité de l'information actuellement disponible, c'est un problème sur lequel je reviendrai, de démontrer le passage d'une ville à côté d'un port supposé caractériser la période pré-romaine à une ville portuaire qui serait caractéristique de l'époque romaine. Bon, certains auront reconnu la thèse de Stefan Feusser, dont vient de sortir mon compte-rendu, groupé 5 comptes-rendus sous la même rubrique dans Topoi. Ceux qui veulent le lire pourront le lire plus en détail. Je voudrais ici vous livrer quelques réflexions inspirées de ces dernières publications, sachant que la notion de ville portuaire, qui a connu son heure de gloire, laisse de façon croissante les modernistes et contemporanéistes sceptiques. Ce scepticisme devrait être accru pour l'Antiquité dans la mesure où le signal urbain est rendu plus complexe du fait que nous sommes confrontés à une réalité spécifique qui est celle de la cité. C'est ce sur quoi je voudrais m'arrêter un petit peu aujourd'hui. La cité est en effet quelque chose qui est irréductible à la ville, qui impacte l'urbanisme et la réalité architecturale de la ville, mais qui est fondamentalement une organisation politique, même sous l'Empire romain. On sait aujourd'hui que l'Empire romain est d'abord un agrégat fortement structuré de cités. La cité définit un groupe et des sociabilités garanties par des dieux. Elle fonde une idéologie de la cité. Elle fonde également des identités, pardonnez-moi la faute d'orthographe, et des altérités. Elle oppose en particulier 3 groupes, les citoyens, les étrangers domiciliés dans la cité et les étrangers de passage. Et au sein de la cité, qui n'est pas aussi unie qu'on veut le croire, elle oppose des tribus, des quartiers, des collèges et leurs membres. Elle détermine une autorité sur un territoire dont les ports font partie. Et tous ces éléments constitutifs de la cité ont des expressions architecturales et urbanistiques. Jusqu'à quel point la présence d'un port a-t-elle pu affecter ces expressions architecturales et urbanistiques jusqu'à définir un type qui pourrait être la ville portuaire? C'est ce que je voudrais essayer d'aborder ici, sans prétendre apporter des réponses, mais simplement en essayant de mettre en évidence les questions que nous devons avoir présentes en tête. La première donnée que l'on mésestime souvent, me semble-t-il, c'est que les ports ne sont pas une réalité aussi bien établie qu'on pourrait le penser. Ils sont une espèce de nébuleuse dans lesquelles on peut et on doit distinguer le port fortifié, qui est en général de petite dimension, le port de guerre, qui est une autre réalité, qui est destiné à abriter durablement ou temporairement des navires de guerre et à les entretenir, le port de pêche, qui est le grand oublié des études portuaires, le port de commerce,
le port artificiel et les interfaces plus ou moins aménagées jusqu'à se fondre dans la plage pure et simple, le porto diffuso dont l'image a été longtemps limitée à l'époque moderne, mais qui s'impose de plus en plus dans les études de l'Antiquité. Et dans tous les cas, quel que soit le type de port, des relations entre le port et la cité qui peuvent être extrêmement variables. Relations internes, le port comme lieu de relation entre des citoyens marins et des citoyens terriens, ce qui n'est pas simple, ce sont deux catégories qui ne s'aiment pas nécessairement beaucoup, et le port qui est aussi un lieu d'interface avec l'étranger. Et c'est ce que, à l'époque classique et hellénistique, on tente à caractériser du nom d'emporion. Emporion étant une forme d'antithèse de la cité. Nous allons donc plonger un petit peu au cœur d'une image contradictoire dans laquelle le port de commerce est à la fois honni, célébré et considéré au pire comme un mal nécessaire, mais dans tous les cas nécessaire. Première chose à avoir en tête, il y a de façon durable deux espaces de mer et deux espaces portuaires de nature différente. Les bornes du Pirée distinguent le port des Ferries, le port des Portes Mides et l'Emporion. Ces bornes déterminent deux univers fondamentalement irréductibles l'un à l'autre du trafic maritime. L'un est l'espace du bac, la Porte Mis, qui est dévolu à la desserte de la façade maritime et insulaire de la cité, élargie parfois à ses voisines et au terme de contrats plus ou moins respectés entre les deux cités. Et d'autre part, cet espace du bac, pardonnez-moi, qui constitue l'espace d'un monopole de la cité qui loue ce monopole à des entrepreneurs. En gros, la cité est seule habilitée à pratiquer cette desserte et elle en tire des revenus en louant ce monopole à ceux qui vont l'assurer. Et c'est d'autre part l'espace de l'Emporia, qui est un monde de contact avec l'étranger et qui est le monde du commerce à plus grande distance. Ne pas mélanger ces deux éléments que les anciens avaient pris soin de séparer. Donc, premier élément qui apparaît très tôt dès le IVe siècle, le port est le lieu d'une contamination par l'étranger. Je vous rappellerai simplement le titre de l'ouvrage de Auden et Purcell, The Corrupting Sea, qui reproduit, on va dire, pratiquement un millénaire de pensée des anciens. La mer est corruptrice. En quoi est-elle corruptrice ? D'abord parce qu'elle est un lieu de métissage culturel. Ce texte du pseudo-Xénophon, Constitution d'Athènes, exprime très clairement comment leur port a conduit les Athéniens à adopter le langage, les coutumes d'autres et à vivre dans une espèce de mélange culturel qui n'en fait plus véritablement des Grecs. Ce mélange commence à table, continue dans le comportement et s'achève avec la langue elle-même. Mais il y a plus. Les gens de mer sont en quelque sorte les parias de la cité. André Tchernia, il y a bien longtemps déjà, soulignait que les gens de mer étaient des absents chroniques de la vie civique, même s'ils en étaient des acteurs économiques majeurs, car ils sont d'abord physiquement ailleurs. Les gens de mer ne sont pas de vrais citoyens dans leur cité elle-même parce qu'ils ne sont jamais là. Ils sont ailleurs à faire de l'argent. Ceci leur vaut une forme de mépris social dans lequel la pêche constitue une relative exception. Il faudrait sans doute creuser un peu plus, encore une fois, ce dossier. Les nauclaires, naviculaires, sont très peu mentionnés dans l'épigraphie au regard de leur rôle réel. Pensons qu'à l'échelle de l'Empire romain, on en a une soixantaine, ce qui est à peu près rien. Et ces personnages ne sont guère célébrés que dans deux cités de l'Empire, Nicomédie et Hermione. Partout ailleurs, ils sont une parenthèse dans la cité. Ils ne deviennent des citoyens ou ne redeviennent des citoyens à part entière que lorsqu'ils sont armateurs non navigants et établis à terre.
Le personnel du port et de l'emporion, établi durablement dans la cité, fait également exception. Les gens du port restent néanmoins un groupe à part au sein de la cité. Ceci étant, l'exemple récent d'une inscription découverte à Milet montre que la cité peut être en tête du lobbying qui consiste à relayer les prétentions des notaires de la cité à s'organiser en corporation. Si nous nous plongeons dans Platon, qui a durablement inspiré la pensée des anciens, la cité idéale a besoin de la mer, certes, mais elle doit en être éloignée. 80 stades, c'est-à-dire tout de même pratiquement 90 stades, pardon, dans le texte original. Il y a deux versions dans le texte, on a plus ou moins corrigé. 80-90 stades, ça nous amène de toute façon à 15-16 km de la côte. La mer, nous dit-il, est à l'origine de mœurs bigarrées. On retrouve donc l'idée du métissage culturel antinomique de la cité et par nature vicieuse. À 15 stades de la mer, certains ici pensent qu'elle peut encore être trop proche de la mer. Il introduit non seulement le métissage, mais, et c'est la fin du paragraphe en gras, le voisinage de la mer introduit dans la cité le commerce, je cite, le goût du gain et des marchands forains de toute espèce qui donne aux habitants un caractère double et frauduleux et bannit la bonne foi et la cordialité des rapports qu'ils ont, soit entre eux, soit avec les étrangers. Et pour conclure, même les équipages de la flotte sont considérés comme un ramassis de vauriens. C'est le dernier passage concerné. Voici très rapidement ce texte en anglais pour ceux qui seraient peu férus de la langue de Molière. On fait un bond dans le temps, nous arrivons sous le règne de Septime Sévère et dans un ouvrage dédié à l'impératrice Julia Domna, Philostrate reprend les mêmes thèmes avec l'épisode d'un jeune homme qui a valeur de paradigme du mauvais citoyen parce que ce personnage se voue au commerce maritime. Vers cette époque, nous dit ce texte, un jeune homme de Lacédémone fut accusé par ses concitoyens de violer, je passe au texte anglais, les coutumes de son pays. En effet, bien qu'il descendît de Callicratidas, qui avait dirigé la marine lors de la bataille des Arginus, il se consacrait avec ses navires de commerce à l'activité maritime et ne prêtait aucune attention aux affaires publiques. Au contraire, il s'embarquait pour Carthage ou la Sicile sur les navires qu'il avait fait construire. Et Philostrate, tentant de le persuader, ajoute « Eh bien, pouvez-vous citer un groupe de gens plus misérables et plus malfamés que les marchands et les patrons de navires? D'abord, ils errent d'une mer à l'autre à la recherche d'un marché mal approvisionné. Puis ils vendent et sont vendus, s'associant à des courtiers et à des marchands. Ils soumettent leur propre tête au taux d'intérêt le plus impie dans leur hâte de revenir au principal. Et s'ils réussissent, leur navire a un voyage heureux et ils vous racontent une longue histoire sur le fait qu'ils n'ont jamais fait naufrage, ni volontairement, ni involontairement. Mais si leurs gains ne compensent pas leurs dettes, ils sautent dans leurs embarcations, jettent leur navire sur les rochers et ne se gênent pas en bons marins pour dépouiller les autres de leurs biens, prétendant de la manière la plus blasphématoire que ce naufrage est un acte de Dieu. Et même si la foule des marins qui partent en voyage n'est pas aussi mauvaise que je le dis, y a-t-il pire honte pour un homme qui est citoyen de Sparte et enfant d'ancêtres qui vivaient autrefois au cœur de Sparte, de se cacher dans la cale d'un navire, oubliant Lycurgue et Iphitus, ne pensant qu'aux cargaisons et aux contrats d'affrètement sans envergure. Tout ceci nous plonge au cœur de l'image de la population qui est celle des usagers du port. Pas une image très brillante, on le voit, une image qui est très exactement le repoussoir de tout ce qui fait le cœur de la cité. Le port est néanmoins essentiel à la vie de la cité. Il est, pour les anciens, un avantage et une nécessité.
la présence d'un bon port dans la rhétorique classique est un élément de l'éloge de la cité. Une belle cité est une cité qui a de bons ports, naturels ou artificiels. Même pour les plus méfiants à l'égard de la mer, le port est essentiel à la vie de la cité. Il est la clé des approvisionnements stratégiques, il est aussi la clé de la fluidité du ravitaillement, ce qui a une incidence sur le coût de la vie et par ricochet sur la paix sociale à l'intérieur de la cité. Il est aussi la clé des exportations du territoire de la cité. Il est enfin, et ce n'est absolument pas secondaire, une source majeure de revenus pour la cité, qu'il s'agisse des droits de port ou des taxes. Platon, dans sa République, s'en fait déjà l'écho, alors même qu'il vient de nous dire les pires horreurs du port. L'importation et les exportations sont absolument nécessaires et sans la mer, il n'y a pas réellement de développement de la cité possible. Les ports sont aussi un reflet de l'autorité de la cité qui, fondamentalement, pour les ports publics, reste l'autorité de référence. C'est un des progrès effectués ces dernières années dans la recherche. Gardons présent en mémoire qu'il existe aussi des ports privés et qu'il existe quelques ports impériaux. Mais l'essentiel des ports de l'Empire, et les plus visibles, sont des ports liés à l'autorité d'une cité. La dénomination normale d'un port insiste sur cette propriété et cette autorité des gens d'une cité. C'est le port des Éphésiens, le port de la Victoire des gens de Iulio Briga en Espagne, Andriacae, qui est un épineion, port distant de la cité, de Myra. De la même façon, les gens de Myra sont liés à cet épineion chez Dion Cassius. Elaïa est un épineion des gens de Pergame. Creusis est un épineion des gens de Thespie. Et le port de Délos est le port des Déliens. Fondamentalement, l'utilisation de l'ethnonyme collectif manifeste que le port est placé sous la tutelle directe d'une cité et qu'il est un bien de cette cité. Cette situation génère du reste des monopoles portuaires de la cité. Ce sont les services du port regroupés dans l'emporion. Toute l'Asie mineure nous montre que l'emporion est un service civique. Il manque encore une synthèse sur ce point. Je vais essayer de combler ce vide dans les mois qui viennent. Et d'autre part, nous l'avons déjà évoqué, les porte-meia ou porte-mides, les bacs qui assurent le service interne au port de la cité, qui sont un monopole de la cité. Il en résulte des complexes, des systèmes portuaires complexes qui unissent sous l'autorité d'une cité les divers ports de son territoire. L'un des cas bien connus est celui de Myra, où une inscription décrit le système des bacs et les ports reliés. Myra a trois ports entre lesquels fonctionnent des ferries sous licence municipale. Andriacae, vous voyez que Myra est ici en amont. L'embouchure de la lagune, qui devait se trouver quelque part par là. Daceia, qui se trouve ici, qui a été déformé en Ision dans le stadiasme de la Grande Mer. Limyra est une autre cité qui fait partie du terme de ces bacs. Phoenix est une cité comprise au milieu, dont on ne sait pas très bien comment elle est intégrée dans ce circuit, mais par ailleurs, deux autres cités ont conclu un accord de sympolitie avec Myra qui permet d'intégrer les deux ports de Simina et de Aperlae dans le système portuaire de Myra. Nous sommes là à l'échelle d'une cinquantaine de kilomètres de côte, mais on peut aller à beaucoup plus que cela. Certaines cités ont des façades maritimes considérables. Forum Iulii, 140 km de côte. Abintimilium, 80 km, dans lesquels il faut ajouter au port de la cité ceux qui relèvent du privé, sur lesquels les privilèges de la cité ne cessent pas pour autant de s'exercer. Voici une idée du territoire
de Forum Iuliu, de Fréjus, donc, avec une série de ports, y compris insulaires, extrêmement nombreux jusqu'à Cannes et aux îles de l'Érins. Voici une idée de la distribution d'une partie de ces ports. Le port est aussi la vitrine, comme cela a été dit par Stéphanie Mayer tout à l'heure, de l'autorité qui pèse sur ce port et qui l'a généré. Dès Platon, l'Atlantide, qui est le port idéal, met en évidence, dans la description fantasmatique qu'en fait Platon, sans doute inspiré par le cas de Syracuse, met d'abord en évidence l'importance de la technologie portuaire dans la production d'une image de qui a réalisé ce port. Une dimension que nous ne devons pas minimiser, la surdétermination de l'équipement d'un certain port, d'un certain nombre de ports, en particulier la construction de môles artificiels, le creusement de canaux, je pense en particulier aux travaux décrits pour le port de Cyzique par une inscription, procède de l'éloge de cette cité. La capacité à dominer la nature montre que le port illustre la puissance de cette cité et de ses membres. C'est d'autre part la fréquentation du port qui induit une certaine image de la cité. Une cité puissante a un port extrêmement fréquenté. J'attire votre attention sur les derniers éléments de ce passage, ici, qui nous font pénétrer un peu dans l'ambiance sonore du port, qui est une dimension perdue aujourd'hui, qui est aussi, d'un point de vue urbain, une nuisance. Jour et nuit, le port est un lieu bruyant. Bruyant par la manœuvre, bruyant par la vie des équipages. Il n'en reste pas moins que la vitrine est ce qui transparaît d'une partie de l'iconographie, à la fois à travers la monumentalité du décor portuaire. Nous avons ici des pilae avec leurs arcs, que l'on peut comparer à l'architecture d'un certain nombre de ponts dont elle s'inspire sans doute. Ici, un célèbre pinax originaire de Stabie, avec les mêmes éléments architecturaux, les portiques monumentaux, mais ici la zone d'interface, qui est une simple plage monumentalisée elle-même grâce à ces statues. Les monnaies commémorent largement le port comme vitrine de la cité. C'est le cas d'abord à Ostie. Nous ne sommes pas ici en présence d'une cité. Le portus est ici caractérisé comme portus aug usti, et entre ces deux éléments figure le colosse de Néron radié qui préside à son port. Il en est de même des cités qui ont autorité sur leur port, avec de larges séries monétaires à Égine, à gauche, à Corinthe au milieu, à Motonée à droite, ici à Césarée Germanica, ici à Pompéiopolis, en Cilicie, ici à Sidée, où le port était légendaire pour son ensablement au point de générer un proverbe chez les anciens. Néanmoins, la cité le considère comme une image de sa propre dignité. C'est un port impossible, on le drague, on le redrague, on le recreuse encore, il a sans doute été mal conçu, il ne devrait pas être là, mais le fait qu'il reste ouvert suffit à montrer la dignité de la cité. Ici, sur des tessères de Césarée, c'est l'entrée du port qui sert de vitrine à la cité. La cité est à ce titre constructrice de ports, et ses œuvres de construction de ports sont une œuvre collective. Elle est financée par des souscriptions qui financent la construction à Smyrne ou à Éphèse, le dragage du port à Éphèse, et de la même façon, des souscriptions permettent de financer d'autres éléments du paysage portuaire, comme la douane des pêcheurs à Éphèse ou le double portique de Patara. À Cyzique, une initiative municipale conduit au creusement des ports, de la lagune et des canaux, ainsi qu'à la construction des môles. Et donc toute l'artificialisation du dispositif portuaire que la cité prend en charge est célèbre à travers une inscription. Des empereurs peuvent également offrir des ports en signe de bienveillance à l'égard d'une cité. Au bout du compte, on est donc en présence d'une approche contradictoire
du port. C'est à la fois un lieu antithétique des valeurs de la cité, mais nécessaire à la vie et à la prospérité de la cité, un élément de l'évaluation de la cité, de sa dignité et de son prestige. Et cette contradiction paraît s'exprimer par la juxtaposition du port et de la cité plutôt que par un entrelacement de la ville et de ses ports. Je dis bien paraît. Très vite, je vais essayer de vous présenter quelques éléments pour illustrer ce propos. Le port est généralement proche de la cité, mais pas dans la cité, sauf dans le cas du port fortifié. Souvent, le port est en effet un élément du système défensif. Il est une possible porte d'accès à la cité et est l'objet de nombreux soins pour réduire la facilité de cet accès lorsque viendrait dans ce port un ennemi mal intentionné. Le port fort est donc un bastion avancé du système défensif. Démétrios, par exemple, échoue devant le port de Rhodes, excusez-moi l'absence du H, plus que véritablement un port en lui-même. Il est une fortification dans le système fortifié, il est aussi petit pour être plus facile à défendre. Il est aussi un outil pour briser les sièges, un piège tendu à l'ennemi sur lequel on peut refermer l'entrée du port et un moyen de s'évader de la cité en cas de siège. Le port séparé de la ville est en revanche un schéma à peu près normal. Le port est pratiquement toujours à côté de la ville, hors de l'enceinte urbaine. Il en est même souvent distant topographiquement de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Lorsque la distance entre la ville et le port est importante, on parle d'épinéion. C'est le cas à Ostie, au Pierret, au Lécaïon, à Cancré, pour n'en citer que quelques-uns. Dans cette cité idéale, qui est représentée sur une célèbre fresque sous les bains de Trajan à Rome, on peut voir apparaître une ville parfaitement classique avec ses symboles urbains typiques dans son enceinte dédiée, que nous voyons ici, et flanquée de deux ports, l'un étant le port de guerre au nord, de petite dimension, l'autre, ce qui semble être un port de commerce en bas de l'image. Elaïa, port de Pergame, illustre très bien cette situation. Nous avons ici l'enceinte urbaine associée à deux ports. Un port bastion, partie du système défensif qui complète l'acropole, le port de guerre à l'intérieur des murailles, ici avec les loges à bateaux, et une enceinte dédiée spécifique, fermée du côté de la terre, ouverte sur la mer, terminée par une simple plage qui n'est pas autre chose que le port de commerce. Nous sommes en présence du port de Pergame. Même chose à Carthage, où le stadiasme de la Grande Mer nous apprend que si Carthage a un limen, qu'il y a une tour dans la cité, cette tour est celle de l'ancien port circulaire, tout le dispositif est en dehors de la cité. Curieusement, les bateaux ne sont pas invités à s'arrêter dans le port, ils s'arrêtent, nous dit-on, sous la Coma. Et Hearst a montré que tout le front de mer tourne le dos, est fait d'entrepôts qui tournent le dos à la cité et sont ouverts en réalité sur la rade. Dès l'époque carthaginoise, le port est en dehors de l'enceinte urbaine. Leptis Magna, le port est en dehors, actif dès l'époque punique. Il n'a pas attendu l'époque de Septime Sévère pour être créé ni actif. Le noyau urbain est entièrement séparé du port jusqu'à l'époque de Septime Sévère et il faut attendre l'époque républicaine pour qu'un débarcadère soit créé en dehors du port, en face de la zone de l'habitat. C'est ici, pardon, excusez-moi, le débarcadère, j'étais sur le mauvais écran. Et il faut attendre l'époque de Septime Sévère pour voir une continuité architecturale entre le noyau urbain ancien et le port. Même histoire à Phasélis, je dois maintenant, désolé, aller de plus en plus vite, où l'aqueduc ne dessert même pas les ports. Acnide, deux mondes, celui de la cité, celui des ports qui débute ici, avec les entrepôts qui se développent à l'assaut
du Triopium. Et pour finir par le plus illustre, le plus grand de ces ports avec Portus, Alexandrie, un port qui reste très mal documenté, en particulier pour la partie urbaine. Mais je voudrais insister sur Néapolis, qui est le quartier du port, dont le nom même indique que c'est quelque chose qui se développe après la cité, en marge de la cité, un quartier qui est celui d'un port fluvio-maritime, où se développe l'activité liée au port, mais qui reste, dans la conception d'Alexandrie, le quartier de l'étranger et un quartier affairiste et mal famé. Cher Platon, nous revoilà sur tes terres. Nous manquons, au bout du compte, de façon majeure, d'informations cruciales pour répondre aux questions posées. Nous manquons de documentation suffisante sur les cités elles-mêmes. Nous manquons d'informations sur le port lui-même. Nous connaissons en général les magasins, les entrepôts, parfois les portiques. Nous ignorons à peu près tout des bassins, de ce qui se passe dans ces bassins. Nous ignorons l'essentiel de la zone d'articulation entre le port et la cité. Nous ignorons beaucoup de choses sur la répartition dans l'espace des lieux de l'activité secondaire du port, c'est-à-dire où se trouve par exemple le lieu de la vente du vin par rapport au port, généralement pas dans le port lui-même, semble-t-il, si on peut en juger par Portus, mais peut-on extrapoler? J'aimerais le savoir. Sur l'identification de certains lieux. Par exemple, à Éphèse, on a pendant longtemps considéré que les entrecolonnements concédés à des groupes professionnels dans les portiques étaient des sièges de collège. Mais en réalité, ce sont simplement des espaces attribués pour assister aux processions de la déesse. Tout est à reprendre. Il faut donc, ici encore, une analyse fondée sur l'interdisciplinarité croisant épigraphie et archéologie. Les ports fluvio-maritimes peuvent être une porte d'entrée intéressante pour l'analyse car ils tentent à faire rentrer le port dans la ville. C'est le cas de Rome, Arles, Aquilée, Lyon, point d'interrogation, c'est par provocation que je l'ajoute dans la liste, mais j'aime provoquer, vous le savez, Narbonne, qui est un port fluvio-maritime. Le bassin reste le principal inconnu. Je jette encore un petit caillou dans l'eau. En dehors des portiques et des entrepôts, on connaît très mal les ports, mais leur capacité peut être importante. Au moins 200 navires. Cela peut représenter jusqu'à 10 000 personnes qui arrivent sur l'eau. Combien de ces navires étaient à quai? Combien étaient en rade? Combien de marins restaient à bord? Essentiel pour comprendre le port et ses rapports à la ville. Où allaient ceux qui ne restaient pas à bord? Allaient-ils en ville ou dans une autre ville? L'exemple d'Ostie, avec des curatores navium, indique que le commandant au moins n'était plus à bord. À Ostie, on sait que les équipages à Portus d'Alexandrie montent à Rome. Qu'en est-il ailleurs? L'étude des fonds des bassins peut apporter une réponse sur la vie à bord des navires qui y étaient. Voici une image des navires ancrés dans la rade. On voit qu'ils ne sont pas à quai. Pour conclure, la quête de la ville portuaire est-elle une quête impossible pour l'Antiquité? Je n'en sais, à vrai dire, pas grand-chose, mais il y a deux questions qui me semblent essentielles. Au-delà de la juxtaposition d'un système urbain et d'un système portuaire, le noyau urbain de la ville portuaire est-il essentiellement différent du noyau urbain d'une ville qui n'aurait pas de port? Cette question, même banale, mérite d'être posée. Le port d'une ville portuaire est-il, enfin, différent d'un port qui ne serait pas associé à une ville? Quelques voies possibles d'investigation. On pourrait commencer par l'Épineion, qui est un port séparé de quelques kilomètres de la cité elle-même. Comment le noyau urbain de ces ports qui ne sont pas la cité se développe-t-il en relation avec le port sans être une cité? Andriaquet pourrait avoir une valeur paradigmatique. L'alimentation en eau du port et de la ville peut être une autre voie. Les aqueducs arrivent-ils jusqu'au port? Où se trouvent les lieux de représentation des pouvoirs et corps constitués en relation avec le port? Les bureaux des douanes, l'administration du port, les corporations liées à la vie du port,
l'emporium, les groupes organisés d'étrangers, stationes, oikoi, les emplacements des lieux de culte liés à la navigation et l'analyse spatiale des sociétés portuaires sur la base des inscriptions. Exemple, Andriaquet, l'inscription douanière qui indique l'emplacement du bureau de douane du 40e de l'Asie se trouve en arrière de la façade portuaire. Le 40e des Gaules et le 40e des Espagnes avaient leur bureau à Ostie, on ne connaît pas à Portus. Les ex-voto de Narbonne sont assez connus. À la conclusion. Hein. J'arrive à la conclusion, juste pour vous montrer que les ex-voto maritimes de Narbonne ont été trouvés à Narbonne, dans la ville, et pas dans la lagune. Même chose à Marseille, où les ex-voto ne sont pas sur le port. C'était donc ici ma conclusion. Je pense que ces pistes peuvent produire des résultats et qu'il est essentiel aujourd'hui de ne plus reposer, pour répondre à la question de la ville portuaire, sur les données établies par des enquêtes indépendantes et de développer des enquêtes spécifiques pour répondre spécifiquement à ces questions. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre patience. Merci, cher Pascal. Bravo pour cette... Un grand bravo pour cette présentation qui est vraiment passionnante et sur laquelle j'aurais aimé rebondir sur différents points. Donc, peut-être verrons-nous à la fin de la session pour les discussions. À moins qu'il y ait des questions vraiment urgentes, parce que je pense que cela suscite quand même beaucoup de questionnements, puisque tu soulèves beaucoup de problématiques. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole maintenant s'il y a peut-être une ou deux questions, sinon peut-être passer à la suite. En tout cas, je rebondirai peut-être plus tard sur ces questions d'ambivalence, du caractère ambivalent du port et aussi, donc pour moi, la question du bureau des douanes, il me semble qu'il y a très, très peu quand même, il y a bien trop peu d'informations sur notamment le Téloénéon que j'avais essayé d'explorer un petit peu. Il y a trop peu d'informations pour pouvoir conclure des choses intéressantes, à moins que je sois passée à côté de certaines choses parce que j'avais ouvert le dossier il y a bien longtemps déjà. Donc, mais peut-être qu'on aura... Je crois que tu pointes du doigt le problème numéro un, c'est que si nous voulons avancer, il faut reprendre l'investigation sur ces questions. Mais en archéologie, à moins qu'on ait retrouvé celui d'Éphèse, mais allez, en tout cas, quand j'ai laissé l'état des connaissances, il me semblait que le Télonéon d'Éphèse, donc qui était l'hypothétique bureau de douane, était vraiment trop peu sûr au niveau d'interprétation. Et donc, on en reparlera. Je ne vois pas de quel point de vue son identification sur le terrain est peu sûre. Mais par un gros travail d'archives, je pense qu'on peut y arriver. D'accord. Je vous propose donc de passer à la suite maintenant.